Alors, dans cette vidéo, la troisième vidéo de la séance, on va s'intéresser à une partie courte qui va traiter de l'algorithme des K-moyennes, qu'on appelle K-means en anglais, qui est un deuxième algorithme extrêmement facile, extrêmement simple à comprendre et à implémenter, qui s'appelle donc l'algorithme des K-moyennes. Donc là, cet algorithme, en fait, on va l'utiliser dans le cadre uniquement de l'apprentissage non supervisé. Donc on se rappelle, l'apprentissage non supervisé, c'est quoi? C'est j'ai des données d'apprentissage, j'ai toutes les caractéristiques, par contre je n'ai pas, si c'était pour de la classification, je n'ai pas la classe d'appartenance ou je n'ai pas l'évaluation de la sortie Y, de la sortie Y. Donc, typiquement, cet algorithme, on l'utilisera dans l'apprentissage non supervisé pour résoudre un problème de classification. Alors, l'objectif et le principe de cet algorithme, l'idée, c'est de partitionner un ensemble de données d'entraînement qui sont non étiquetées, hein, parce que c'est apprentissage non supervisé, et de regrouper donc certaines de ces données d'entraînement en cas groupe ou cas classe, qu'on peut appeler aussi cluster. Donc ici, j'ai pris une photo. Donc imaginons, on a quelque chose, on a deux caractéristiques, une caractéristique sur des abscisses, une caractéristique sur l'axe des ordonnées. Donc pour un exemple extrêmement simple, à deux dimensions, deux caractéristiques. Et puis, si on trace tous les points de cette base de données, de ces données d'apprentissage, de données d'entraînement, voilà ce qu'on, par exemple, on peut obtenir. On peut obtenir. Et en fait, quand on voit ça, visuellement, ben, on se dit très naturellement, il y a quatre classes, puisqu'on voit bien qu'ici il y a un gros paquet, un deuxième gros paquet, troisième gros paquet, quatrième gros paquet. Donc du coup, l'objectif de l'algorithme des K-moyennes ou du K-means, justement, sera d'essayer de regarder si finalement, parmi toutes les données d'entraînement, est-ce qu'il n'y en a pas qui se ressemblent, qui sont proches ou similaires. Et si elles sont proches et similaires, alors on les mettra dans une même classe. Donc l'idée, c'est de définir des frontières finalement qui vont permettre de séparer finalement les différentes données d'entraînement en cas classe, cas groupe ou cas cluster. Donc ici, cet algorithme, en fait, il ne va pas tout à fait définir finalement des frontières qui permettront de séparer ces classes ou ces isolements. En fait, ce qu'il va fournir, cet algorithme, en fait, il va renvoyer ce qu'on va appeler les centroïdes. Les centroïdes, finalement, ne sont rien d'autre que quoi? Il y aura donc K centroïde, hein, s'il y a K classe, K cluster. Il va nous fournir finalement le barycentre, donc le milieu finalement d'une classe, des données d'apprentissage pour une même classe. Donc du coup, cet algorithme, il va bien apprendre quelque chose, hein, puisque à la base, il a par exemple 1 million de données d'entraînement, et par exemple, il y aura 5 classes, voilà. On va lui dire, il y a 5 classes, et débrouille-toi pour répartir ce million de données dans chacune de ces 5 classes. Et quand il aura fini, il aura mis un certain nombre de données d'entraînement dans une classe, d'autres dans une autre classe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer le barycentre, la moyenne finalement, de chacune des classes. Et donc du coup, cet algorithme, il va nous renvoyer finalement les cas coordonnées des centroïdes. Du coup, il a bien appris. En quoi ça va nous intéresser ceci? Ben, quand on va se placer dans la phase d'inférence, quand on va lui donner une nouvelle donnée x étoile, quand on va lui donner une nouvelle donnée x étoile, par exemple, on va en prendre une, je sais pas, n'importe laquelle, on va prendre une qui serait par exemple par ici. Ça, c'est un x étoile. Encore une fois, on s'est placé dans un cas très particulier de seulement deux caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Bah, finalement, un peu comme l'algorithme du KNN, hein, un peu comme l'algorithme du KNN, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va calculer les distances entre le X étoile et les coordonnées des centroïdes. On va calculer ces quatre distances et du coup, on va venir récupérer la distance la plus petite et on dira, bah, finalement, cette donnée qui est ici, puisqu'elle est la plus proche de ce centroïde-là, alors cette donnée, elle est plutôt de telle classe ou de tel cluster. Donc ça, c'est le principe de l'algorithme du KNN et l'utilisation pendant sa phase d'inférence, c'est-à-dire on a appris pendant la phase d'apprentissage, on a déterminé les coordonnées des centroïdes, et donc maintenant, on a simplement besoin d'implémenter dans le microcontrôleur pendant la phase d'inférence simplement les coordonnées des centroïdes. Il n'y a que ça dont il a besoin. Donc du coup, il n'y a pas 1 milliard de centroïdes, hein, il y en aura un nombre fini et qui sera petit, hein, 5, 10, 15, 20, 30, mais du coup on a juste à donner les coordonnées de ces centroïdes et à les mémoriser dans la mémoire du microcontrôleur, et du coup le microcontrôleur devra simplement exécuter un programme du type KNN en simplement déterminant les distances qui sont proposées entre la donnée à classifier et les centroïdes.
Donc du coup, c'est un algorithme qui est extrêmement intéressant, extrêmement puissant et qui du coup ne demande pas une mémoire énorme dans l'objet, le microcontrôleur qui va devoir réaliser cette phase d'inférence. Alors finalement, comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit cet algorithme des cas moyennes ou des cas mins en anglais? Donc on a un certain nombre de données qui sont ici, que j'ai noté de x1 à xp, donc il y a p enregistrement, donc finalement p lignes, hein, comme dans un tableau, il y aurait p lignes, et sur chacune de ces p lignes, il y a petit n caractéristiques. Donc le x1 finalement, c'est un x1, x1,2, x1,3, x1,4, etc. jusqu'à x1n, donc j'ai petit n colonnes. Ça, c'est mes données qui vont servir à l'algorithme des k moyennes ou des k mins. Ensuite, il faut que je décide de choisir le nombre de paramètres petit k, donc le nombre de classes ou de clusters que je vais décider de vouloir former. Donc quand j'ai choisi cette valeur de k, qu'est-ce que l'on fait? On va initialiser de façon aléatoire. Alors le aléatoire n'est pas forcément la meilleure solution, hein, mais il y a mieux, mais il y a pire aussi. Donc on va décider d'initialiser les cas centroïdes, c'est-à-dire qu'on va définir les coordonnées des centroïdes. Donc des n, on va initialiser n valeurs pour chacun des cas centroïdes. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va dire tant que la position des centroïdes est variable. Alors, pour l'instant, on ne s'occupe pas trop de ce que ça signifie. On ne s'occupe pas trop de ce que ça signifie. Mais on va dans une boucle tant que, une boucle while. Qu'est-ce que l'on va faire? La première itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour chaque point du jeu de données, donc on va parcourir toutes les données, ici. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va déterminer le centroïde qui est le plus proche de chacune de ces données. Donc on va prendre x1 au départ. On va regarder quel est le centroïde le plus près de x1. Et donc, du coup, on va dire, par exemple, c'est le centroïde numéro 3, voilà, et donc, du coup, on va dire x1 est affecté au centroïde numéro 3. Puis, on va prendre x2, on va regarder quel est le centroïde le plus près de x2. Par exemple, c'est le centroïde numéro 5. Du coup, on va dire le x2 est affecté au centroïde numéro 5. Puis, on va prendre le x3, le troisième données d'enregistrement. On va regarder quel est le centroïde le plus près. Et du coup, on va dire, par exemple, c'est le centroïde 3. Donc, on voit que le centroïde 3, déjà, lui, il en a récupéré deux. Il en a récupéré. Et on fait ça pour chaque donnée d'entraînement. Chaque donnée d'entraînement. Du coup, ici, quand on a fait ça, on a parcouru une première fois tous les enregistrements, toutes les lignes de mes données d'entraînement. Quand on a fait cela, on a un certain nombre de données ou d'enregistrements qui sont associés à chacun de ces centroïdes. Qu'est-ce que l'on va faire? On va venir calculer le barycentre finalement de ces regroupements, de ces cas regroupements. Donc, on va calculer le centroïde, finalement le centre, le barycentre de chacun des clusters. Et donc, du coup, forcément, les coordonnées de ces centroïdes, du coup, ils ont évolué. Alors, ils ont évolué beaucoup, peu, moyennement, on ne sait pas trop dire. Mais du coup, qu'est-ce que l'on va faire? On va revenir ici. On estime que, par exemple, les centroïdes, ils ont beaucoup bougé. Et du coup, on se posera la question, encore une fois, de ce que ça signifiera après. S'ils ont beaucoup bougé, qu'est-ce que l'on fait? On repasse de nouveau toutes les données d'entraînement. Et on va prendre le x1 et on va regarder quel est le nouveau centroïde par rapport au barycentre qu'on a calculé ici, quel est le centroïde le plus proche. Et du coup, potentiellement, le x1, j'avais dit qu'initialement, il avait été placé dans le cluster numéro 3. Par exemple, celui-ci, maintenant, il va passer dans le cluster numéro 4. Parce que finalement, c'est le centroïde du cluster numéro 4 qui est le plus près de x1. Et donc, du coup, on repasse une deuxième fois toutes les données d'entraînement au crible pour savoir finalement maintenant dans quel nouveau cluster est-ce qu'il faut les mettre. Quand on a passé une deuxième fois, qu'est-ce qu'on fait? On recalcule de nouveau le barycentre de chacun de ces clusters. Et puis, on espère, et on ne sait pas trop le démontrer encore, mais il se trouve que à la fin, les centroïdes, finalement, les coordonnées des centroïdes, finalement, la position des centroïdes, elle va plus trop bouger. Elle va plus trop bouger. Donc du coup, on va dire, finalement, puisque on a passé un certain nombre de fois toutes mes données d'entraînement et que je m'aperçois que mes centroïdes ne bougent plus trop, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, j'ai plutôt bien formé de façon intelligente mes différents clusters. Alors typiquement la position des centroïdes, comment on peut définir que la position des centroïdes, elle est variable? Elle variera toujours, hein, mais forcément à un moment, elle va entre guillemets peu varier. Donc on dira, par exemple, tant que la somme des carrés des distances entre les coordonnées du centroïde K à l'itération, ces centroïdes à l'itération K, moins les coordonnées des centroïdes à l'itération K-1
Quand cette quantité, elle devient plus petite qu'une valeur, alors on estimera que du coup, par exemple, c'est plus la peine de repasser les données au crible, hein, dans notre boucle tant que. Donc, cet algorithme des cas moyennes, donc, c'est une structure itérative, hein, qui est conditionnelle. Voilà, c'est bien notre boucle tant que. Et ces données d'apprentissage ou d'entraînement, elles vont servir plusieurs fois, plusieurs fois. Et le nombre de fois où elles vont passer au crible, entre guillemets, le nombre de fois où je vais les utiliser, c'est ce qu'on appelle une époque ou un époque. Un époque, c'est quoi? C'est le nombre de fois où les données d'apprentissage vont servir pour l'apprentissage. Donc on appelle époque, qu'on note comme ceci, ou époque en français, entre guillemets, comme ça, c'est le vocabulaire qu'on utilise en intelligence artificielle. Combien de fois ça va passer? On ne le sait pas à la base. Bien évidemment, plus la condition, entre guillemets, que l'on va mettre sur le tant que la position des centroïdes, elle est variable, tant que cette condition elle sera extrêmement restrictive, ça veut dire qu'on passera énormément de fois mes données dans ma boucle tant que. Donc du coup, mes données d'apprentissage dans la boucle tant que, ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est pertinent d'y passer beaucoup de temps? On a commencé à discuter un peu du surapprentissage dans l'introduction sur le cours sur l'intelligence artificielle. Ben, si on le fait passer trop de fois, toutes nos données, bah, finalement, on va trop tenir compte des spécificités de nos données et on sera plus capable de mettre en évidence finalement un caractère général finalement de la répartition des données. Donc, c'est inconnu à l'avance, mais on peut le déterminer, entre guillemets, on peut le limiter, ce nombre d'itérations, ce nombre d'époques, par la condition de la boucle tant que. Donc, K. Revenons sur K. J'ai dit tout à l'heure, on est dans l'algorithme, il faut choisir le paramètre petit k. Comment fait-on? Comment fait-on? Ben, ici, quand on prend un exemple extrêmement simple, hein, c'était l'exemple de tout à l'heure, hein, on voit quatre clusters, quatre classes, quatre groupes. Ben, ici, c'est facile parce que j'étais capable de représenter une caractéristique en fonction de l'autre. Parce que j'étais uniquement sur un problème à deux dimensions. À deux dimensions. Et donc, du coup, nous, visuellement, on est capable d'identifier quatre clusters, quatre groupes. Ben, par exemple, si je lance mon algorithme des K moyennes pour petit k égale à 2, pour toutes les données que j'avais initialement, c'était l'exemple de tout à l'heure, hein, qui était ici, là, voilà, pour celui-là. Si je lui demande de me donner les coordonnées des centroïdes, des k centroïdes avec k égale à 2, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me renvoyer ceci. Ceci. Il va me dire, bah, il y a un centroïde qui est ici, il y a un centroïde qui est ici, et on voit bien que ce paquet-là, entre guillemets, mais ces deux paquets-là, ils sont proches de ce centroïde, et ces deux paquets-là, ils sont proches de ce centroïde. Si je choisis k égale à 6, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, puisque nous, on voyait 4 paquets, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, sur ces exemples-là, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a bien trouvé 6, hein, et donc du coup, bah, c'est ce cluster-là et ce cluster-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il les a séparés en deux. Alors pourquoi? Bah, ça aurait pu être cela, hein. C'est juste que les données qu'on lui a données pour apprendre, bah, entre guillemets, ça a fini par converger vers ceci. Et encore une fois, tout dépend aussi de l'initialisation aléatoire des coordonnées des cas centroïdes. Si l'initialisation pour les mêmes données, mais puisque c'est aléatoire, si ça se trouve, il m'aurait donné plutôt des coordonnées des centroïdes dans cette zone-là, par exemple, bah, du coup, c'est plutôt ces deux clusters-là qu'il aurait séparés en deux, et ceux-là, ils les auraient bien considérés encore comme deux gros paquets. Donc on voit bien que le choix du paramètre petit k, il est fondamental. Il est fondamental. Alors, ça dépasse le cadre du cours et du programme, hein, de savoir comment choisir petit k, puisqu'encore une fois, c'est de l'apprentissage non supervisé, donc on ne connaît absolument pas les classes d'appartenance. Et une deuxième chose, c'est qu'encore une fois, on n'a pris que deux caractéristiques. Imaginez un système qui a 50 caractéristiques. Bah, du coup, je ne suis pas capable de représenter graphiquement et de visualiser ce qui se passe dans un système qui serait de dimension 50. C'est totalement impossible, totalement impossible. Donc du coup, l'algorithme du KNN marche très bien, mais encore une fois, faut-il bien connaître, entre guillemets, la valeur de petit k. Donc on verra une méthode dans un TD, comment peut-on faire pour identifier finalement une valeur de k qui n'est pas totalement idiote, qui est pas totalement idiote. Donc ici, c'est ma dernière diapositive sur l'algorithme de K moyenne, hein, du Camille. Vous avez vu, c'est extrêmement simple à comprendre, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Encore une fois, ça sera que des calculs de distance, voilà, entre deux points, voilà, et d'affectation d'une donnée d'entraînement à tel ou tel cluster. Donc c'est extrêmement simple, mais le point fondamental du Camille, c'est qu'il apprend. Il apprend, contrairement au KNN. Le KNN, il apprenait rien du tout. Pour prévoir une classe d'appartenance ou une valeur Y dans le cadre de la régression, il était obligé d'avoir à sa disposition toutes les données d'entraînement et toutes les données d'apprentissage. Ici, pas du tout. Simplement,
pendant la phase d'inférence, il aura simplement besoin de connaître les coordonnées des centroïdes. C'est la seule chose qu'il aura à faire. Donc c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide pour classifier ou faire une classification ou faire faire de la régression sur une donnée X étoile ou une nouvelle donnée. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo pour une prochaine séance, on mettra en œuvre un exemple de l'algorithme des cas moyennes.